Le sol se met à trembler sous mes pieds. Ce n'est d'abord qu'une vibration légère, un frémissement étrange qui semble venir des entrailles de la montagne. Puis tout s'accélère. Les secousses deviennent violentes, comme si le monde entier était secoué par une main colossale. Les rochers commencent à rouler, la neige a glissé, et je comprends que ce n'est pas juste un simple glissement de terrain, mais un séisme dévastateur. Notre expédition, soigneusement planifiée, vire au cauchemar en l'espace de quelques secondes. Nous sommes 5 alpinistes pris au piège dans cette montagne, moi, Adrien, l'un des chefs de l'expédition, Marianne, notre guide de haute montagne et alpiniste chevronné, Marc, un alpiniste d'expérience, et les frères Pierre et Julien, tous deux novices mais déterminés à se dépasser. La secousse principale passe, mais ce n'est que le début de notre épreuve. Tout autour de nous, la montagne s'est transformée. Les pentes jadis enneigées sont maintenant encombrées de blocs de pierre et de glace, de fissures béantes dans lesquelles le regard se perd. Les sentiers que nous avons empruntés pour monter sont méconnaissables, ensevelis sous les débris. La première chose que je fais, c'est appeler tout le monde à haute voix, espérant entendre des réponses. Marianne apparaît la première, son visage marqué par la terreur mais indemne. Elle est immédiatement suivie par Marc, qui tient son bras gauche dans une position étrange, il semble blessé. Les frères, quant à eux, ont été pris dans une coulée de neige. Pierre est coincé sous un rocher, la jambe emprisonnée et le visage blême de douleur, tandis que Julien se relève péniblement, tenant son épaule. Une pierre a frappé son bras, et il grimace à chaque mouvement. Nous sommes tous secoués, et l'idée que la situation pourrait empirer nous paralyse momentanément. Nous nous réunissons dans ce qui semble être le seul espace sûr à proximité, un repli rocheux formant un abri naturel contre les chutes de pierre. Là, nous faisons un rapide état des lieux. Notre équipement est dispersé sur les pentes, nos sacs, contenant des vivres et du matériel, sont hors d'atteinte, et les radios sont silencieuses, ensevelies quelque part sous les décombres. Nous ne sommes plus qu'un petit groupe perdu dans l'immensité de la montagne, face aux éléments déchaînés. Les premières heures se passent dans une frénésie de mouvements. Marianne et moi faisons de notre mieux pour dégager Pierre de sous le rocher. Nous utilisons des cordes et un levier improvisé avec une branche, mais ces gémissements de douleur nous rappellent que nous n'avons aucun moyen de le soigner correctement. Son visage est pâle, et la sueur perle sur son front malgré le froid mordant. Pendant ce temps, Marc tente de poser une attelle sur le bras de Julien, mais nous manquons de matériel médical. La situation semble désespérée. La nuit tombe rapidement, et avec elle vient le froid, glacial, insupportable. La température plonge sous les 20 degrés Celsius. Nous n'avons qu'un réchaud d'appoint et quelques couvertures de survie pour 5 personnes. La neige commence à tomber à nouveau, recouvrant le paysage d'un voile blanc, mais sous cette apparente pureté, se cachent des dangers que nous ne pouvons ignorer. Les avalanches menacent, déclenchées par les répliques du séisme qui font encore trembler la terre à intervalles irréguliers. Nos ressources sont limitées, quelques barres énergétiques, un peu d'eau qui gèle dans nos gourdes, et le peu de carburant restant pour le réchaud. Nous nous regroupons pour essayer de nous réchauffer, serrant les couvertures autour de nous, mais la nuit est interminable, chaque heure plus froide que la précédente. Les douleurs s'intensifient, surtout pour Pierre, qui commence à délirer à cause de la blessure et du froid. Julien, lui aussi, montre des signes d'épuisement, son bras immobilisé et son souffle saccadé. Le 4e jour, notre situation devient critique. Le manque de nourriture affaiblit nos corps et érode notre morale. Marianne suggère une descente vers un ancien refuge de montagne à quelques kilomètres, qui pourrait encore contenir du matériel et des provisions. C'est une option risquée, il faut traîner Pierre, à moitié conscient, et Julien qui a de plus en plus de mal à suivre le rythme. Marc et moi prenons la tête, traînant nos pieds dans la neige épaisse, la fatigue pesant lourdement sur nos épaules. Chaque pas dans cette neige traîtresse nous rapproche de la limite de nos forces. La pente raide et les rochers glissants ralentissent notre progression. Les conditions deviennent encore plus extrêmes lorsque la neige se met à tomber plus intensément. Les flocons, portés par le vent glacial, s'insinuent dans nos vêtements malgré les couches de tissu, s'infiltrant jusque dans nos os. À un moment, Marc trébuche et chute lourdement. Il reste étendu dans la neige, inerte. Le silence se fait pesant, son cri résonnant encore dans ma tête. Lorsque je m'approche, je comprends qu'il n'y a plus rien à faire. Le choc a été trop violent. Nous devons continuer malgré tout, le laissant derrière nous, et cela me brise intérieurement. Nous arrivons enfin au refuge, mais l'endroit est en piteux état. Les fenêtres sont brisées, la porte à moitié arrachée, et à l'intérieur, il n'y a que le silence glacé. Nous fouillons chaque recoin, trouvant de vieilles conserves et une bouteille de whisky. C'est tout ce qu'il y a à notre disposition, et cela ne suffira pas longtemps. Mais cela nous offre un court répit, un instant pour reprendre nos esprits.
Les jours suivants, la situation se dégrade. La tempête de neige persiste, et nous sommes contraints de rester à l'intérieur du refuge, coupés du reste du monde. Pierre ne s'en remet pas. Ses gémissements s'éteignent progressivement jusqu'à ce qu'un matin, il ne respire plus. Son corps, déjà rigide, est recouvert d'une fine couche de givre qui le fait ressembler à une statue de glace. Marianne et moi sommes les derniers capables de bouger, mais même notre détermination commence à fléchir. Julien est inconscient, son état se détériorant rapidement. Je prends finalement la décision de partir seul à la recherche d'aide. L'espoir est mince, mais rester ici signifie une mort certaine. J'enfile mes crampons et serre ma veste contre moi avant de sortir dans le blizzard. Le froid est comme une claque, saisissant mon visage dès les premiers pas hors du refuge. Le vent me fouette le visage, rendant la progression presque impossible. Pourtant, je continue, chaque pas est une lutte acharnée contre l'abandon. À un moment, je crois apercevoir une lumière à l'horizon, mais mes yeux me trompent. Ce n'est qu'un reflet de la neige sous la lueur de la lune. Je grimpe encore, espérant voir une route ou un village au loin, mais il n'y a rien, seulement le désert blanc infini. Épuisé, je tombe à genoux, mon corps tremblant de fatigue et de froid. Tout espoir semble perdu, et je me résigne à l'idée de mourir ici, seul. C'est alors qu'un bruit inattendu rompt le silence. Un bourdonnement lointain, presque imperceptible, mais bien réel. Je lève les yeux et distingue un hélicoptère dans le ciel, luttant contre les rafales de vent pour se stabiliser. Les secours sont là, enfin, après tant de jours d'enfer. Ils me trouvent à demi congelé, mais vivant. Marianne et Julien sont également secourus, bien que dans un état critique. Ils nous ramènent, mais je sais que cette montagne a pris quelque chose de nous à jamais. Aujourd'hui, même après des mois de rétablissement, je sens toujours le froid s'attarder dans mes os. Les nuits sont hantées par les souvenirs des visages figés dans la neige, et les images du séisme reviennent me hanter, m'enveloppant comme le blizzard de ce jour maudit. J'ai survécu, mais à quel prix? La montagne m'a laissé en vie, mais elle a laissé une empreinte indélébile sur mon âme, comme une cicatrice profonde qui ne s'effacera jamais.